de vous présenter aujourd'hui cette magnifique sculpture en bronze de Devi, probablement Sri Devi. Elle a des éléments dans son iconographie qui permettent de la différencier de Bhudevi, puisque cette sculpture faisait partie d'un ensemble de 3 sculptures, 2 figures féminines de part et d'autre d'une représentation de Vishnu. C'est une belle sculpture qui date du XIe siècle, 11e-12e siècle, donc période Chola. Et le petit détail iconographique qui permet de différencier Sri Devi de Bhudevi, qui sont des parèdres donc de Vishnu, c'est le soutien-gorge qu'on voit ici. Elle a une sorte de brassière qui permet donc de l'identifier. Après, il y a aussi la forme du bras et d'autres éléments. Donc il est fort probable que cette sculpture ait fait partie d'un groupe de 3 sculptures qui étaient dans un temple en Inde et qui ont été beaucoup priées. On voit que la matière, il y a pas mal d'usure sur le bronze, qui est assez cohérent par rapport au bronze d'époque médiévale, puisque ça n'est pas une représentation de la divinité, mais c'est une incarnation de la divinité. C'est pour ça que les bronzes du sud de l'Inde sont des bronzes qui sont faits en fonte pleine, mis à part pour le socle, parce que c'est l'incarnation de la divinité, parce qu'on n'a pas d'économie de matière, ça n'est pas une image comme nous on peut l'entendre, ça c'est une très grosse différence, c'est une représentation concrète de la divinité, d'où les soins qui lui sont apportés. Donc il y a pas mal de sculptures qui sont habillées, qui sont sorties, il y a des pujas, des rituels qui sont faits autour de ces sculptures, ce qui a été le cas ici et qui explique l'usure du matériau, puisqu'elles sont régulièrement lavées avec parfois de la pâte de santal, du lait ou d'autres produits qui peuvent aussi être des abrasifs doux qui permettent aussi de faire évoluer la patine. Le temps fait que la sculpture et le matériau va prendre une teinte un peu plus foncée, mais dans le contexte rituel, on voit souvent des bronzes qui sont en fait de la couleur de l'alliage. Il y a souvent des fontes de laiton, en tout cas avec des fortes teneurs en laiton ou en cuivre, donc des sculptures qui apparaissent avec une matière plutôt claire. Mais là, on voit que la présence de cette pièce dans une collection européenne pendant très très longtemps a fait que la matière s'est oxydée pour avoir cette couleur beaucoup plus foncée, une patine un peu plus riche comme on connaît souvent dans les musées ici. D'ailleurs, on est plus habitué à voir ces sculptures avec ces patines un peu profondes, qui sont aussi parfois des patines de fouille. Là, on a une pièce qui est dans une collection occidentale depuis longtemps, donc il y a cette patine spécifique. On le voit, on a tous les éléments iconographiques caractéristiques de la période Chola, donc on est dans le sud de l'Inde à l'époque médiévale, entre le XIe et le XIIe siècle. On voit la coiffe très architecturée, qui fait presque penser à un temple, le traitement du visage, les boucles d'oreilles, la brassière, le mudra, le geste très retenu dans la main, le bras ici très souple, le ventre qui repose légèrement sur la ceinture, le vêtement et la posture en tribanga. Donc c'est une pièce qui est fondue en 2 parties, une partie qui est le socle et une autre, la sculpture qui vient s'intégrer a posteriori au socle. On se rend encore mieux compte de la dynamique qui est créée par cette posture, par ce léger déhanché sur la partie arrière de la sculpture, avec le léger décalage, le pied d'appui, qui crée toute une tension sur l'arrière de la sculpture qui est encore plus visible au niveau de la taille. On voit aussi très bien la coiffe qui se détache en relief, comme on le voit ici, qui est un élément rapporté, les éléments d'ornement et le beau dhoti qui est collé au corps sensuel de cette Sri Devi. Le sentiment le plus important qui est véhiculé par cette sculpture, c'est l'amour. Mais c'est évidemment un des éléments pour lesquels on connaît, on identifie l'art indien. Peut-être que l'art indien exprime le mieux dans tout ce qui touche à l'érotisme, à des images très abouties, que ce soit en peinture ou en sculpture. Et ici, c'est un parfait exemple de cette notion, où on a à la fois l'érotisme et en même temps le côté contenu, la sensualité. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent avec une sorte de justesse et d'équilibre qui est très plaisant dans cette sculpture qui est une sculpture qui date donc du XIe, XIIe siècle, ce qui est tardif entre guillemets pour la période Chola, qui est
la période majeure de la production de bronze dans le sud de l'Inde. Mais on est encore vraiment avec les beaux éléments, vraiment liés à la posture de la figure et non pas à son ornementation. Par la suite, on aura des représentations qui seront un petit peu plus rigides et le décor, l'ornement prendra le dessus sur la posture. Là, c'est vraiment une expression. L'artiste a su exprimer énormément de choses dans une posture très délicate. Et c'est ça qui est le plus important dans cette sculpture, beaucoup plus que son ornementation. Ce qui est intéressant, et ce qu'à mon avis cette sculpture illustre vraiment bien, c'est qu'on a ici une représentation d'une émotion, ce qu'on qualifierait dans l'art indien de rasa. Le rasa, c'est l'expression d'un sentiment ou d'une émotion. On va retrouver cette notion un peu partout dans l'art indien, qui est une notion vraiment primordiale, qu'on va retrouver dans les ragamalas, où on a une émotion, un moment de la journée, une histoire, une musique, tout un ensemble de choses qui sont liées à un sentiment. Ici, c'est Sringara, c'est le sentiment érotique. On voit qu'on a dans la posture, le poids du corps n'est pas réparti sur les deux jambes. Il y a un mouvement qui crée d'ailleurs de la sensualité, ce qu'on appelle le tribanga, qui est l'équivalent du chiasme polyclétéen classique, avec un léger mouvement de la taille et une partie du poids du corps qui repose plus sur une jambe que sur une autre. Il y a presque un début de mouvement. On voit qu'il y a beaucoup de sensualité, mais il n'y a absolument aucun élément qui soit excessif dans la manière dont la sensualité est montrée. C'est assez contenu, même si on voit très clairement le corps. C'est un corps idéalisé, avec une poitrine généreuse, les hanches, le ventre, tout est en place. Mais même le mouvement est un petit peu contenu. On n'a absolument pas de volonté de montrer de manière excessive ou érotique comme on l'entend nous en Occident. Sringara, c'est l'idée d'exprimer quelque chose qui s'apparente à une sorte d'épitome, je ne sais pas si c'est un bon terme, de climax, mais qu'on pourrait rapprocher de l'amour ou de l'émotion que peut générer l'amour, mais pas dans le sens physique. Sringara cumule en fait différents sentiments qui culminent dans l'expression du désir amoureux et à son sommet en quelque sorte. Mais encore une fois, il faut voir les choses de manière plus subtile qu'on pourrait le voir de manière occidentale. Quand on est lié à l'érotisme, je pense qu'en Occident, on a une vision qui est assez manichéenne, étant donné notre rapport au péché. Alors que dans le monde indien, les notions ne sont pas du tout les mêmes et l'expression de l'érotisme passe par des notions ou des enjeux qui sont un petit peu différents des enjeux que nous on connaît sur des choses plus manichéennes en quelque sorte.